bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue et puis merci d'être présent et présente ce soir. Alors le but de cette présentation, c'était d'exposer le cheminement intellectuel qui avait été le nôtre et qui a abouti donc à la parution du dictionnaire du fouet et de la fessée Corriger et punir. Et aussi d'avoir peut-être une réflexion sur la réception de ce type d'ouvrage. Alors, il est sorti depuis un mois, mais je trouve ça assez intéressant de voir sur quoi portent les questions des journalistes et qu'est-ce qui suscite l'intérêt et qu'est-ce qui ne suscite pas l'intérêt. Alors, moi, je suis Elisabeth Lucet, je vais m'exprimer en tant que coordinatrice du projet. Donc, je suis médiéviste, spécialiste d'histoire religieuse, d'histoire de la justice médiévale, plutôt la justice d'église, mais c'est un projet collectif. Que je n'ai pas porté seule. Donc je l'ai fait avec Isabelle Poutrin, qui n'est pas là ce soir, car elle est retenue à Madrid, mais donc qui est moderniste et qui travaille elle aussi plutôt en histoire religieuse, histoire du droit canonique, et qui a eu la première l'idée de travailler sur l'histoire du droit de correction. Donc je rends à César ce qui est à César. Et puis on n'a pas travaillé toutes les deux, on a travaillé de concert avec un comité scientifique, une dizaine d'historiennes et d'historiens, pour élaborer le livre et pour recruter les 164 auteurs. Donc, dans ce comité scientifique, Isabelle Eulandona, qui me fait l'amitié d'être là ce soir, qui est comme moi une médiéviste, donc professeure d'histoire du Moyen-Âge à Reims et qui est spécialiste d'histoire religieuse, plus précisément des martyrs. Donc c'est pour ça qu'elle parlait du fait qu'elle avait peut-être martyrisé certains auteurs qui n'avaient pas osé venir aujourd'hui. Et puis, je vais les énumérer parce que quand on parle aux émissions de radio, on peut pas expliquer tout et donc on est obligé d'endosser soi-même un discours collectif. Mais on était donc 10 et je pense que l'orientation du dictionnaire, elle est aussi le fruit des spécialités de chacun. Donc, parmi les autres membres du comité, il y a Véronique Bolland-Barrault, qui est professeure d'histoire du Moyen-Âge à Grenoble et qui est donc elle aussi spécialiste d'histoire religieuse et d'histoire de la justice ecclésiastique. Jean-Baptiste Bonnard, qui est maître de conférence à Caen, qui lui est un spécialiste d'antiquité grecque et qui travaille sur l'histoire du corps et du genre. Emmanuel Chaperon, qui est professeur d'histoire moderne à Aix et qui travaille alors sur l'histoire de l'enfance. Oui. Tu voulais dire Non, c'est bon, pardon. Non, mais tu peux compléter et m'interrompre. Julie Doyon, qui est elle aussi moderniste et qui travaille sur la justice pénale et l'histoire de la famille et de la parenté. Elle travaille sur le parricide et maintenant elle travaille sur l'inceste. Julien Duboulos, qui est antiquisant, mais lui romaniste, qui est professeur lui aussi à Aix-en-Provence et qui travaille notamment sur les approches juridiques de la famille. David Niger, qui est notre contemporanéiste. Alors, le dictionnaire, je pense qu'il y a la moitié des notices qui portent sur l'histoire contemporaine, qui travaille lui sur l'histoire de la jeunesse et de la justice pour les mineurs. Et enfin, Diane Roussel, qui est moderniste, qui a travaillé sur l'histoire de la criminalité, de la justice et de la police. Et donc ce petit consortium d'historiens et d'historiennes a ensuite recruté 164 auteurs, pour enlever les 10 dont je viens de parler, 154 auteurs, majoritairement des historiens et des historiennes, mais aussi des historiens du droit, des juristes, des spécialistes de littérature, de cinéma, de théâtre, des historiens de l'art, des sociologues, des anthropologues et une linguiste, puisqu'il y a une notice sur les mots des coups, les mots utilisés pour désigner les coups et toutes les images qu'on projette quand on parle de se prendre une daigne, une torgnole, une pêche, une poire, etc. Elle montre notamment le lien avec le vocabulaire de la nourriture. Et quelques-uns et quelques-unes de ces auteurs nous ont fait l'amitié de venir ce soir. Du coup, je les présente. Anne Bléger, qui a écrit la notice sur la figure de la marâtre dans le cinéma muet et qui prépare une thèse d'histoire sur la représentation de la violence féminine dans le cinéma français des années 1920. Que nous ne connaissions pas avant de commencer. Et en fait, on a épluché le fichier central des thèses, etc., pour trouver des auteurs. Jeanne Chiron, qui est ici, et qui a rédigé la notice sur la littérature de jeunesse au XVIIIe siècle, et qui est spécialiste de littérature, de l'histoire de l'éducation et de l'histoire des femmes. Et puis, Anthony Favier, qui a rédigé la notice Orientation sexuelle et, entre guillemets, thérapie religieuse de conversion France-États-Unis, et qui travaille, pour le coup, un contemporaniste,
qui travaille sur l'histoire des sexualités, l'histoire des mouvements de jeunesse catholiques en histoire contemporaine. Alors, dans les défections de dernière minute liées au Covid, on devait aussi avoir Mathieu Trachman qui a travaillé sur l'érotisation de la correction, qui est en fait un sociologue du genre et de la sexualité, et que j'avais contacté parce que il avait travaillé notamment sur des clubs de fessées. Et à partir de là, il a accepté de prendre en charge la notice érotisation de la correction, c'est-à-dire à quel moment le mot fessée est devenu le synonyme d'une pratique érotique. Et ça, c'est, me semble-t-il, un des apports du dictionnaire, c'est de s'interroger et de s'intéresser à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit fessée, on pense forcément à fessée coquine, à côté de la fessée punition corporelle. Et cette évolution, elle a une histoire, et le dictionnaire s'y intéresse. Et puis, il y avait aussi Paul Voat qui devait venir, et lui qui a travaillé sur la notice sur l'armée au XVIe, XVIIIe siècle, et donc lui qui travaille sur l'histoire de la guerre et des violences de guerre à l'époque moderne. Et donc, cette énumération à l'après-vert vous donne une petite idée du vaste panorama ou de la cartographie qu'offre le dictionnaire, puisque ce champ du droit de correction, il se disperse dans un certain nombre de domaines. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur la constitution du comité. Non, tu as tout bien dit. Oui, sur le fait que peut-être une observation qui n'est pas inintéressante, tu as fait remarquer qu'il y avait dans le comité scientifique un seul contemporanéiste. Voilà, alors bon, ça c'est un peu lié probablement à des réseaux scientifiques préalables, parce que c'est pas un hasard si au départ l'entreprise, il y a 3 rémoises là-dedans. Donc, mais parce que la collègue Isabelle Poutrin, qui la première a repéré dans un texte d'un canoniste du XVIe siècle, mais ça tu vas peut-être le dire, la notion de jus correctionis. Voilà, donc c'était au départ aussi un projet d'équipe qui avait vocation à se dilater, mais voilà, et puis évidemment comme les gens... leur carrière évolue, les choses peuvent changer. Donc voilà, donc je pense que effectivement le fait qu'il y ait un seul contemporanéiste est intéressant parce que, je sais pas, oui, moins la moitié des notices sont d'histoire contemporaine, malgré le fait qu'on soit majoritairement médiéviste et moderniste et aussi antiquisant. Oui, donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, tu es parfaite comme d'habitude. Donc le but du dictionnaire, c'est de traiter des violences dites éducatives et punitives, ou plus précisément du droit de correction, envisagé dans sa dimension historique de l'Antiquité à nos jours. Donc ce thème englobe des pratiques très anciennes, comme la férule, donc c'est l'anière de cuir qu'on utilisait pour frapper sur les mains des écoliers, la peine du fouet. D'autres sont plus caractéristiques d'une époque particulière, le bonnet d'âne, le pensum, et puis certaines, comme la gifle ou la fessée, semblent si banales qu'on ne les perçoit pas d'emblée comme des objets d'histoire. Et les réactions au titre montrent... les gens sont souvent surpris de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans un dictionnaire du fouet et de la fessée. Alors pourquoi on a choisi parce que certains pensent que c'est l'éditeur qui nous a imposé le mot fessée dans le titre. Non, nous, on a toujours voulu mettre fessée dans le titre parce qu'il nous semble que c'est le plus petit dénominateur commun qui permet d'aborder le sujet du droit de correction. Tout le monde, ou presque, a eu une gifle, une fessée dans son enfance ou après. Tout le monde a expérimenté le droit de correction par ce biais-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette correction dont on parle ? Elle peut être définie comme une violence ou une contrainte physique, verbale, psychologique, exercée par une personne ayant autorité, donc le mari, les parents, le maître ou la maîtresse à l'école, le supérieur religieux, le patron, le maître d'une propriété ou d'une plantation, sur celles et ceux qui subissent la violence, donc les enfants, mais aussi l'épouse, l'élève, le moine ou la religieuse, le domestique, l'esclave et aussi les animaux. Cette autorité qu'a donc celui qui frappe sur celui qui en est victime est reconnue par l'entourage et par la société. De plus, celui ou celle qui inflige les violences s'appuie, donc c'est le deuxième élément, sur un juste motif. On considère que ces violences sont justifiées et qu'à ce titre, elles sont socialement acceptables en corrigeant le père, la mère, le maître, le patron accomplit son devoir. Et donc,
plutôt que de parler de droit de correction, en fait, une notion qu'on ne trouve pas... Enfin, il faudrait plutôt parler de devoir de correction du supérieur sur celui qui est placé sous son autorité, puisque en corrigeant, en infligeant des violences, eh bien, ce supérieur accomplit son devoir. Il est chargé d'inculquer les normes du bon comportement, le respect des hiérarchies, l'ardeur au travail, et de maintenir l'ordre non seulement sous son toit, mais aussi de maintenir l'ordre de la société. On estime qu'une maisonnée bien tenue est une garantie de l'ordre social. Donc le premier élément, c'est cette question de l'autorité qu'a celui qui inflige ces violences sur celui qui les reçoit, le fait que cette violence est justifiée et acceptée par la société, et enfin, ces violences, elles s'exercent dans un cadre domestique, entendu dans un sens large, puisque à la famille, au cadre domestique, eh bien, il faut ajouter des lieux variés, le monastère, l'abbé, abba en hébreu ça veut dire le père, et le modèle du monastère c'est un modèle familial, l'école, le régiment, le pensionnat, la propriété coloniale ou encore l'atelier sont autant de terrains du droit de correction, dans la mesure où la structure hiérarchique au sein de ces lieux est calquée, souvent de façon explicite, sur le modèle familial, et dans la mesure où l'exercice de la violence prolonge ou reproduit la correction paternelle. On a aussi des phénomènes de délégation du droit de correction. Par exemple, les parents délèguent aux maîtres leur droit de corriger leurs enfants. Alors, dans les sociétés anciennes et jusqu'au XIXe siècle, mais en France en tout cas, ces châtiments et ces punitions dans le cadre domestique n'étaient pas considérés comme des violences. Ce n'était que lorsque ces châtiments dépassaient ce qui était considéré comme juste, comme raisonnable, que l'on parlait de violences, d'abus, d'excès, et que ces abus, excès et violences pouvaient être sanctionnés. Donc parmi les abus, c'est par exemple l'utilisation d'armes mortelles, les coups atroces qui provoquent l'effusion de sang, la mise en danger de la vie d'autrui. On trouve toujours dans les sources, non pas l'idée que celui qui a autorité a le droit de corriger, il a le devoir de corriger, mais il doit toujours le faire raisonnablement, dans des justes proportions. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources ne définissent jamais quel est le seuil au-delà duquel on passe à l'excès. Et donc au-delà duquel la correction devient excessive. Et dans ce cadre-là, la loi du 10 juillet 2019, qui interdit désormais tout châtiment corporel envers les enfants, marque une rupture considérable dans la culture du droit de correction. Et donc ce que nous voulions interroger à travers ce dictionnaire, c'est ce processus historique qui conduit sur la longue durée à ce changement de regard, comment des pratiques coercitives qui étaient considérées comme justes, légitimes et qui étaient à la fois acceptées par la société mais encouragées, un mari qui ne corrigeait pas sa femme adultère s'exposait à des sanctions de la justice mais aussi à des sanctions sociales, des rituels de humiliation, on peut penser notamment au charivari ou à la chevauchée de l'âne, où ce mari qui donc est cocu est humilié publiquement par le village. Comment on est passé de ces pratiques coercitives considérées comme justes, légitimes, et on attend que le pater familias corrige les membres de sa maisonnée, et bien comment ces pratiques ont été progressivement perçues comme des actes de violence à encadrer, à proscrire et à punir. Alors l'idée du dictionnaire, elle revient donc, Isabelle Landona l'a dit, à Isabelle Poutrin, donc c'est une idée qu'elle a eue en lisant les juristes de l'époque moderne. En fait, elle travaillait sur le consentement et les vices du consentement, notamment sur les mariages forcés ou les professions, les enfants qu'on force à rentrer au monastère. Et c'est dans ce cadre qu'elle s'est intéressée aux pressions qui étaient exercées dans le cadre familial. Et les juristes du XVIe siècle montrent clairement que ces relations hiérarchiques au sein de la maisonnée, elles ne se limitent pas à la relation qu'entretient un père avec ses enfants. En fait, ces juristes montrent bien que tous les membres de la famille peuvent faire pression sur d'autres membres de la famille et que tout dépend en fait des rapports de pouvoir au sein de la famille. Donc il y a une circulation du droit de correction, c'est pas simplement le père sur ses enfants, mais les parents sur leurs enfants, le mari sur sa femme. Donc c'est parce que cette relation entre les membres de la maisonnée est inégalitaire que les inférieurs, donc l'enfant mineur ou majeur, l'épouse, l'élève, l'esclave, l'affranchi, eh bien, ne peuvent pas être considérés comme consentant de façon libre. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les canonistes appellent la peur révérentielle, la crainte révérentielle, c'est-à-dire cette
c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent librement choisir, puisqu'ils sont toujours en fait sous la pression, le contrôle et l'autorité de ceux qui sont placés au-dessus d'eux. Et donc de sorte que ces juristes montrent qu'ils ne sont jamais totalement libres de leurs décisions. Et donc c'est à partir de la lecture de ces juristes qui réfléchissent au consentement et au vice du consentement, ce qui peut pervertir le consentement et le vicier, et bien que Isabelle s'est mise à réfléchir au droit de correction, sachant que ces juristes distinguent bien ce droit de correction intrafamilial ou domestique, au sens de domus, la maisonnée, des pouvoirs de police et de justice qui sont exercés par les autorités publiques. Donc il y a tout un jeu aussi dans ce dictionnaire des interrogations sur les interactions, les relations qui existent entre la discipline au sein de la famille et la discipline qui est aux mains des autorités publiques. Et donc ce que nous voulions montrer dans ce dictionnaire, ce sur quoi il est important d'insister, c'est que si ces pratiques violentes apparaissent légitimes, c'est parce qu'au sein de la maisonnée, au sein de la domus, chacun a sa part au droit de correction, mais que cette part est inégale. C'est-à-dire que vous avez tout en haut de la pyramide le père de famille, et d'autant plus si ce père de famille appartient aux élites, qui sont intouchables dans le cadre domestique, qui ne vont pas être corrigés, personne ne va les corriger, mais qui restent sous l'autorité et le contrôle de la justice pénale. Et puis, au sein de cette maisonnée, sous l'autorité du père, eh bien, vous avez des individus qui occupent bien souvent, non pas simplement une position passive, mais une position qui est à la fois passive, ils peuvent être corrigés, mais aussi active, c'est-à-dire qu'ils corrigent eux-mêmes. Donc, par exemple, l'exemple le plus typique, c'est celui de l'épouse. L'épouse a des pouvoirs par délégation de l'autorité paternelle sur ses enfants, sur ses domestiques, éventuellement sur les esclaves, mais elle reste soumise au droit de correction de son mari. Mais ça vaut aussi pour les frères et les sœurs aînés sur leurs frères et sœurs cadets. Et puis si on prend le bas de l'échelle, par exemple l'esclave, l'esclave qui est corrigé par tous les membres de la maisonnée, lui-même doit exercer le droit de correction à l'endroit de ses enfants et de sa femme. Donc ce qui nous semble important, et c'est quelque chose qu'on a essayé de montrer dans ce dictionnaire, c'est la circulation de ce droit de correction et la manière dont en fait chacun des acteurs l'endosse, est amené à l'endosser, ce qui rend d'autant plus acceptable cette pratique. Et puis on a cette dissémination du droit de correction à tous les niveaux de la société, qui contribue à le rendre acceptable. Les enfants eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on a tenu à choisir cette couverture qui a fait aussi l'objet de débats avec l'éditeur. Donc cette couverture, elle montre un portrait d'un enfant au fouet. Donc il y a une notice qui est liée qui explique cette mode iconographique. Alors c'est moi en cherchant dans les bases de données d'images, donc j'avais des passe-temps un peu bizarres, je passais mon temps à taper fouet, fessé, j'essayais de voir dans la culture visuelle quelles étaient les choses qui ressortaient, et je suis tombée sur ces multiples portraits d'enfants, donc de la bourgeoisie, donc des petits garçons, des petites filles. Alors c'est une mode qui existe depuis la Renaissance, dans la peinture renaissante, mais à la charnière du 19e et du 20e siècle, on a énormément dans toute l'Europe, des petits Anglais, des petits Allemands, des petits Français qui se font photographier. Donc les parents les font photographier, donc en costume et avec un petit fouet dans la main. Alors parfois ils sont, c'est pas la photo qui a été retenue, mais parfois ils ont un animal domestique, un chien ou un cheval à bascule, enfin la représentation de l'animal. Et ces enfants, ils ont entre 3 et 6 ans, jamais au-dessus, et cette représentation des enfants, c'est la représentation de l'enfance domestiquée, l'enfant qui est en passe d'arriver à l'âge de raison, à l'âge de 7 ans, le moment où il va être capable de s'autodiscipliner, et le moment où, eh bien justement, ces élites commencent à contester les châtiments corporels, et on se met non plus à fouetter les enfants, mais à leur offrir des petits fouets pour montrer qu'ils sont capables maintenant de s'autodiscipliner par eux-mêmes. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Simplement, voilà. Mais ce petit garçon qui a appris à s'autodiscipliner, il est aussi appelé à devenir lui-même un maître, le maître de sa maisonnée. Et donc, cette image, elle nous semblait à la fois représenter toute la circulation et l'ambiguïté de la correction.
sachant qu'on ne voulait pas, ce que nous avait proposé l'éditeur, représenter en revanche des actes violents, des femmes battant des enfants, des maîtres battant des écoliers, etc. Il nous semblait que cette image, elle était plus intéressante. On avait pensé à un moment donné simplement mettre un instrument de correction, mais les essais faits par les PUF, pour le coup, ça n'incarnait pas le droit de correction. Donc c'est pour ça qu'on on est arrivé là. Mais bon, vous avez aussi des photos un peu ratées avec des enfants en pleurs. Quand on voit dans les archives certains tirages, parfois des tout petits enfants. Voilà. Pour ce qui est du fil, tu en étais au droit de correction à tous les niveaux de la société. Voilà. Et donc, cette couverture, voilà, elle permet de, outre le fait qu'elle est assortie à un texte qui l'explicite, elle permettait de montrer un petit peu la complexité de l'objet. Alors, Isabelle Coutrin a eu cette idée. Elle a fait organisé une première journée d'études en 2016 à l'université de Créteil, où elle était alors. Et puis ensuite, elle a organisé une deuxième journée d'études en 2018, et c'est là que le projet a véritablement commencé, puisque en fait, c'est là que s'est constituée l'équipe. Et à l'issue de la journée, elle nous a dit, moi j'étais un peu surprise sur le moment, elle nous a dit, moi je verrais bien un dictionnaire du droit de correction. Alors je ne sais pas comment tu avais reçu la chose. Moi, sur le moment, j'étais un peu sceptique. Oui, moi aussi. Et en même temps, on avait bien compris que... Alors, à part qu'il n'existait pas, par définition, une histoire, des discussions, il ressortait quand même que ça partait, a priori, un peu dans tous les sens. Parce que lors de la journée, voilà, on était des spécialistes de l'éducation, des spécialistes de la justice. Avec des périodes très différentes. Voilà, nous, on avait parlé du droit de correction dans les communautés religieuses au Moyen-Âge. Voilà, et donc, je crois que, oui, c'était un peu surprenant, mais en même temps, c'est apparu très vite comme opérationnel, parce que dès lors qu'on n'arrive pas à écrire, enfin, on n'en avait peut-être pas tout à fait conscience à ce moment-là, mais disons, l'idée d'une linéarité, d'une progression, ou voilà, d'un point de départ avec une évolution comme ça un peu linéaire, de fait, ce que démontre le dictionnaire, c'est que ça n'existe pas. Et voilà, donc oui, je me souviens plus bien ça. Enfin, je me souviens que on était arrivé quand même à l'idée qu'on disait à la fois tous des choses très différentes avec des points d'entrée communs. Voilà, et donc en fait, la raison pour laquelle on avait été un peu... voilà, on était à la fois, on s'est dit oui, il y a un vrai sujet, mais on n'arrivait pas, enfin, sauf peut-être qu'Isabelle Coutrin qui savait peut-être mieux. En fait, la difficulté, cette journée de 2018, qui visait à établir un état de l'art, elle nous a permis de mettre le doigt sur une des principales difficultés du sujet, à savoir le caractère très diffus de l'objet correction, dans une grande variété de contextes et d'époques. Et ce caractère très diffus de la correction domestique explique sans doute que ça n'ait pas été identifié jusqu'à présent comme un objet de recherche en sciences humaines. Aussi sans doute parce que chacun, c'est-à-dire quand on discutait avec les auteurs, la plupart du temps on disait « Ah oui, en fait, d'abord c'était « Ah non, j'ai rien », puis en fait « Ah si, j'ai quelque chose ». Et ça, c'est sans doute lié au cloisonnement des travaux dans des thématiques diverses. C'est-à-dire qu'il y avait les historiens de la famille, les historiens de l'éducation, les historiens de justice et du droit, les historiens du travail, les historiens des pratiques religieuses. Mais ces gens ne dialoguaient pas ensemble et il a fallu trouver une forme d'ouvrage, de délivrable, pour parler comme nos décideurs le veulent, qui permettrait de décloisonner cette approche et de faire en sorte qu'on étudie ensemble des groupes qu'on a jusqu'à présent étudiés séparément, à savoir les violences sur les enfants, les violences sur les femmes, les violences sur les esclaves, les violences sur les domestiques, les religieux, les animaux. Alors ça peut paraître un petit peu, là comme ça, un peu rapide de juxtaposer ces groupes, mais jusqu'à présent, voilà, chacun avait étudié à la fois des thématiques diverses et les groupes qui sont sujets à ces violences de façon différenciée. Le but, c'était d'arriver à les faire dialoguer. Et l'autre défi, c'était de proposer une vision sur la longue durée, en couvrant l'ensemble, enfin le plus possible de domaines de la correction. Et donc, s'il peut sembler choquant de rapprocher les femmes, les enfants, les esclaves, les religieux, les animaux domestiques, ces associations, ces équivalences, ces analogies, elles ont été opérées à diverses reprises. Quand les juristes médiévaux et modernes essaient de penser
le droit de correction ou les pouvoirs de correction, eh bien, ils vont faire des analogies et ils les opèrent depuis longtemps. Et puis, c'est des analogies que d'autres ont fait. Je me suis retrouvée à écrire la notice animaux, femmes, enfants, même combat au XIXe siècle. Alors, parce que on a eu une défection d'auteur qui n'a pas pu rendre son texte, et puis que des discussions avaient attiré mon attention sur le fait que la législation de protection des enfants, celle qui vise à interdire les maltraitances envers les animaux et les législations sur les droits des femmes, en fait, au XIXe siècle, vont de pair. Elles sont portées par les mêmes groupes donc de députés socialistes radicaux. Elles ont des chronologies qui ne sont pas identiques, mais qui sont similaires. Et au XIXe siècle, vous avez des gens qui pensent les liens qu'il peut avoir entre la protection des enfants et les femmes, et la façon dont le fait d'interdire les maltraitances envers les animaux peut permettre d'éduquer notamment les enfants au moment où l'école publique se met en place et où on essaie de trouver un substitut à la morale religieuse. Eh bien, ce qu'on apprend aux enfants, c'est les articles de la loi Grammont qui interdit les combats d'animaux publics, et c'est l'idée qu'on va éduquer des citoyens par ce biais-là. Donc en fait, il y a des liens comme ça, des filiations, et c'est ces filiations que nous voulions explorer, en faisant l'hypothèse que les violences qui s'exercent dans le cadre domestique au sens large ressortissent à des mécanismes et à des modes de légitimation analogues, voire interdépendants. Alors il ne s'agit pas de dire que le traitement d'un esclave est le même que celui d'un enfant qui se prend une fessée. Il ne s'agit pas de banaliser tel ou tel type de violence ou d'établir une échelle d'importance entre la fustigation et la fessée, mais simplement d'examiner, de comprendre les continuités, les continuums dans ces pratiques. Oui, d'accord. Ok. Bon, alors, pourquoi la forme du dictionnaire? Et puis après, on passera peut-être à quelque chose d'un peu moins professoral. La forme du dictionnaire, c'était l'idée d'Isabelle Poutrin. On a choisi de produire un dictionnaire qui assemble une grande variété de notices, qui sont à chaque fois pourvus d'une bibliographie succincte, plutôt qu'un volume de synthèse ou une collection d'articles spécialisés. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de faire émerger un objet de recherche nouveau, qui jusqu'à présent n'était pas identifié comme tel, et aussi parce que le temps de la synthèse n'était pas venu. Enfin, c'était quand même extrêmement difficile d'écrire une histoire du droit de correction. Et si tant est que le temps de la synthèse advienne jamais. Voilà, mais bon, déjà il fallait poser, il fallait faire advenir ce type d'études. Et puis le dictionnaire, ça permettait de faire dialoguer les différentes approches disciplinaires, les différentes approches thématiques et chronologiques, et d'opérer des comparaisons, des rapprochements, tout en gardant la spécificité de chaque objet. C'est-à-dire que chaque notice est écrite par un spécialiste. Après, le travail, ça a été celui du comité et des coordinatrices, de lisser, de dire est-ce que ça, on peut renvoyer vers telle chose. Donc il y a le travail des renvois, puis il y a aussi eu un travail d'écriture et de réécriture avec les auteurs. Et dès le départ, le but du dictionnaire aussi, c'était de produire un travail qui soit accessible. On était dès le départ d'accord sur le fait que ce seraient des textes brefs. Donc les notices, elles font entre 3000, il y a 3 formats, 3000, 5000 et 8000 signes. Avec parfois des points d'accroche très spécifiques, donc des instruments, le martinet, la férule, le bonnet d'âne, des œuvres, des incontournables, donc la comtesse de Ségur, Poil de carotte. On n'a pas voulu faire d'entrée sur des auteurs, on ne voulait pas un catalogue de qu'est-ce qu'a dit Rousseau sur la fessée ou qu'est-ce qu'a dit Sade sur la fessée. Pour le coup, on voulait quelque chose qui soit un peu plus englobant. Donc c'est pour ça qu'il y a une notice sur la pédagogie des Lumières. Et puis, à côté de ces notices qui ont un point d'entrée un peu restreint, et bien souvent, on a eu des auteurs qui ont fait des binômes d'entrée, notamment Mathieu Trachman, qui a écrit sur les clubs de fessée sur lesquels il avait travaillé, et une notice plus englobante et plus difficile à écrire et plus longue sur l'érotisation de la correction. Même chose avec Antoine Roulet, il a écrit sur la discipline, les fouets qu'utilisent les religieux et les religieuses dans le monastère, mais avec cette notice, elle est une notice plus complète sur l'autoflagellation, qui est plus, pour le coup, plus mastoc. Mais voilà, on voulait ce travail un peu à la fois de choses très détaillées et puis de notices un peu plus englobantes. Et puis le but du dictionnaire aussi,
et ça c'est à mon avis le grand enjeu, c'était d'aller contre un récit linéaire que l'on trouve un peu traîné partout. Même dans les que sais-je. Même dans les que sais-je. Et que les journalistes lisent les que sais-je et donc disent bon, alors on va commencer sur la violence du pater familias dans l'Antiquité et puis on va aller vers l'adoucissement des mœurs. Oui, L'idée, c'était de montrer qu'il n'y avait pas de trajectoire linéaire qui irait du droit brutal, barbare et arbitraire des sociétés anciennes, où en gros on aurait fait ce qu'on voulait et on pouvait tuer qui on voulait, à l'utilisation de plus en plus raisonnée des châtiments corporels, sous l'effet à la fois du renforcement des pouvoirs politiques et de l'évolution des sensibilités. Et l'horizon serait l'abandon des châtiments corporels selon une conception un peu réductrice du processus de civilisation des mœurs décrit par Norbert Elias. Si on retient ce récit, si on estime qu'en gros on va toujours vers un progrès continu, on ne comprend pas aujourd'hui la persistance de la maltraitance infantile ou le fait qu'aujourd'hui en France, plus d'une centaine de femmes meurent tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Donc l'enjeu du dictionnaire, et l'apport du dictionnaire, c'est de déconstruire ce récit, de montrer que il y a toujours eu des sanctions de l'excès, mais on est passé de la sanction de l'excès de violence à la sanction de la violence en elle-même. Mais c'était aussi de montrer l'omniprésence de la culture de la correction, que cette culture de la correction a une histoire, que si aujourd'hui encore on se trouve fondé à porter la main sur l'autre pour l'éduquer, c'est parce qu'on se sent légitime à le faire et que ces discours de justification, ils méritaient d'être analysés sur le temps long. Et puis de montrer aussi que les débats sur la légitimité de cette violence, ils ne naissent pas au 19e siècle, au 20e siècle, mais qu'il y en a dès le... Voilà, ça n'est pas avec Montaigne ou Erasme, dès le Moyen-Âge et même dès avant, on explique qu'on ne doit pas frapper sans raison. Voilà. Donc ensuite, le travail du comité, ça a été... on est tous partis de nos champs de recherche, et puis ça a été d'identifier à la fois les thématiques, comment est-ce qu'on allait... quel cadre géographique on allait retenir, comment est-ce qu'on allait... qu'est-ce qui faisait partie de la culture de la correction, du droit de correction, qu'est-ce qui n'en faisait pas partie, comment circonscrire la notion. Donc on a eu des discussions sans fin, notamment par exemple, est-ce qu'il faut intégrer une notice sur la flagellation du Christ? Alors, c'est pas du droit de correction, en l'occurrence. Mais on l'a fini par l'intégrer parce que dans la piété chrétienne, la piété catholique, les gens qui se flagellent en imitant le Christ le font à des fins correctives. Donc voilà, après il y avait des débats sur, il y a plein de rites romains de flagellation qu'on n'a finalement pas retenus, comme les Lupercales, parce que la dimension correctrice n'existe pas. Mais en même temps, jusqu'à la fin, Julien Duboz me disait non, finalement, on aurait dû quand même le mettre pour expliquer justement que ça n'en faisait pas partie. Mais parce que il existe des anthologies de la fessée depuis le 19e siècle. Alors il y a des juristes qui ont fait des histoires de la punition, et puis après il y a une littérature qui sous couvert d'érudition, en fait, est une littérature érotique qui va télescoper toutes ces pratiques qui ne sont pas forcément des pratiques de correction. Mais il se trouve que quand on dit fessée et fouet, on est aussi les produits de notre culture, et donc les gens les convoquent. Donc voilà, donc ça a été un gros travail de réunion. Par moment, on disait bon, ça c'est évident que ça fait partie du dictionnaire, et puis la fois d'après on dit non, pourquoi est-ce qu'on a retenu ce sujet, voilà, donc ça a été assez long. Et puis ensuite on s'est mis donc à recruter les autrices et les auteurs. Parfois, ces auteurs et ces autrices nous ont donné d'autres idées, souvent même. Je discutais avec un spécialiste du judaïsme qui n'a pas fait de notice, mais qui m'a dit « Mais est-ce que tu as pensé au manga ?» Donc, je lui dis « Non, je n'ai pas pensé au manga. » Et donc, finalement, donc voilà, les choses se sont faites comme ça. Et puis, le dictionnaire, ce n'était pas simplement recruter des auteurs et des autrices et donc faire en sorte qu'ils rendent leur texte dans les temps en mai 2020. Et sans avoir à les fouetter. Voilà, sans avoir à les fouetter.
Bon, après, le droit de correction, c'est aussi manier la récompense et la punition. Donc, les auteurs devaient rendre leur texte en mai 2020, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure. La pandémie et le confinement ont finalement, après avoir été... Moi, je me suis dit, on va jamais y arriver, ont été finalement une chance, puisque les gens cloîtrés chez eux, ne pouvant pas faire de nouveaux travaux, puisque n'ayant pas accès aux bibliothèques, et bien là, on leur demandait de faire des synthèses de leurs travaux précédents. Et donc, du coup, c'était des textes, effectivement, qui étaient faciles à écrire. Moi, j'ai écrit Croque-Mitaine pendant le confinement. Voilà, donc le Croque-Mitaine, c'est quand même des histoires horribles. Je pense qu'il y avait un petit côté cathartique vis-à-vis de mes enfants. Voilà, je lisais des récits horribles d'enfants qui se faisaient châtier. Puisque le Croque-Mitaine, c'est quand même pas... Moi, je ne l'ai pas lu à mes enfants, mais bon, en gros, voilà, on peut couper le pouce quand on suce son pouce, être enfermé dans la fosse aux rats. Voilà, c'est vrai, c'est pas la pédagogie noire... dans toute sa splendeur. Et donc le confinement finalement a été une chance pour le dictionnaire, puisque les auteurs ont rendu leurs textes, certains ont même réclamé d'écrire d'autres textes, et puis ça a aussi permis aux gens d'être sans doute disponibles pour les nombreuses navettes, puisqu'en fait c'est des textes qui ont été entre la version soumise au début et puis ensuite la version éditée. Certains en sont témoins ici. Voilà, il y a eu beaucoup de navettes, et puis on a à chaque fois relu au moins à 3 les notices, puisque dans le pool du comité scientifique, on était une dizaine. Chacun avait une quinzaine de notices. Et puis ensuite, ça passait aussi par les fourches codines des coordinatrices qui, elles, avaient la vision d'ensemble du dictionnaire, avec parfois du coup des inflexions qui n'étaient pas forcément les mêmes entre celui qui chapeautait par exemple toutes les notices écoles, mais qui n'avait pas lu celles sur les monastères ou sur la littérature. Voilà, donc il a fallu que tout le monde soit patient. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose un peu sur ce travail de... Oui, peut-être pour dire que ce travail, à part qu'on est un peu pénible, on s'est dit qu'il était assez important qu'il y ait une sorte d'unité de ton, compte tenu de l'extrême diversité finalement des entrées, parce que quand vous avez 248 entrées, ce n'est pas rien. Et puis, je ne sais pas si vous avez, si ça, pas de nos contributeurs, mais regardez un petit peu, il y a des choses vraiment d'une absolue diversité dans les objets qui sont traités, enfin objets au sens un peu large. Et donc, je crois que l'idée que ça passe à diverses moulinettes et in fine dans les mains des coordinatrices qui, comme vient de le dire Elisabeth, avaient une vision d'ensemble, c'était important parce qu'il y a une unité de ton dans les notices qui font que, enfin, il me semble, en même temps, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais il me semble qu'on passe de l'une à l'autre sans rupture de ton. Quand on regarde... des dictionnaires qui se sont faits sur des tas de sujets, c'est très à la mode finalement les dictionnaires depuis fort longtemps. Et parfois c'est assez gênant parce que il y a une vraie rupture de ton, une rupture même dans la manière, dans la méthodologie, dans la manière de prendre les questions, de prendre les problèmes. Et là, je trouve que ce travail de réécriture n'a pas été forcément très facile, d'autant que sur certaines notices, on a vraiment été très pénible, je crois. Et bon, les auteurs, il fallait leur expliquer pourquoi, etc. Bon, je ne sais pas l'expérience de ceux qui sont ici. J'espère qu'elle n'a pas été trop mauvaise, mais ce lissage avait vraiment une vertu, je crois, à la fois scientifique, c'est-à-dire essayer de mettre finalement une sorte de lien dans des notices qui, vues de loin, n'ont pas de rapport entre elles, sauf qu'elles en ont un, bien sûr. Et deuxièmement, de faciliter en quelque sorte le travail, enfin le travail de lecture du lecteur lambda qui se lance dans cette littérature éprouvante. Là, quoi d'autre? Le titre. Oui, alors le titre, ça fait partie donc des choses qui ont été aussi beaucoup débattues au sein du comité. Mais aussi à la suite de la réaction de quelques auteurs quand ils ont reçu leur contrat d'éditeur. Alors ça s'appelait Fessé et autres corrections, c'est ça? Oui, le dictionnaire de la Fessé et autres corrections. Oui. Et donc on a certains auteurs qui d'abord nous ont dit mais quel est ce... J'ai pas été contactée. On fait si, c'est le dictionnaire sur le droit de correction. Ah bon, mais pourquoi il y a Fessé dans le titre? Parce que Fessé, ça fait partie petit commun dénominateur. Voilà.
Et donc, on a eu certains auteurs qui n'ont pas voulu écrire parce que le titre fessé était dans le... Voilà. Alors, soit parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas assez sérieux, mais aussi souvent parce que leur objet ne leur semblait pas coller avec le mot fessé. Ils y voyaient une forme de légèreté. Voilà, une forme de légèreté qui ne collait pas avec la gravité des sujets traités. Voilà, la fessée sur les enfants, c'est pas la même chose que la chicotte sur les esclaves. Voilà. Bon, alors de fait, ça n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais voilà, donc on a quelques auteurs, alors pas beaucoup, hein, mais qui ont refusé de souscrire au projet fessé. Et donc ça nous a quand même un peu on s'est posé des questions parce qu'on nous disait bon, bah, je suppose que c'est l'éditeur qui vous a imposé le mot fessé. On disait bah non. En fait, le mot fessé, il a toujours été question qu'il y soit. Après, il faudra voir comment le formuler. Donc finalement, voilà, dictionnaire du foie et de la fessée. Alors voilà, certains auteurs du comité nous ont dit bah là, ça fait encore plus sadomasochiste que dans la version précédente. Ouais. Mais en même temps, quand on lit le dictionnaire, c'est vraiment un dictionnaire qui traite du fouet et de la fessée. Enfin, pour le coup, ces deux mots sont omniprésents à chacune des pages. Donc, c'est vraiment le point commun. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur... Non. En fait, je crois qu'au départ... alors, ma mémoire me trahit peut-être, parce qu'on est parti sur le droit de correction. Oui, mais alors, sachant que le droit de correction, c'est un terme qui n'existe pas dans les sources. Donc, en fait, ça contribue à brouiller un peu quand même. Et à rendre... Alors, ça n'existe pas dans les sources, mais c'était quand même un peu le projet initial, c'était le ius correctionis. Le syntagme droit de correction, voilà, on va parler d'abus de correction, on va parler de devoir de correction, d'excès de la correction, de correction qui n'est pas raisonnable, mais ce syntagme, moi, dans mes sources, je ne l'ai pas. Alors, c'est dans le juriste dont j'ai oublié le nom du 16e, là, voilà. Mais qui est assez résiduel, voilà. Qui est complètement résiduel. Donc, c'est aussi... Et peut-être que fouet et fessé, au départ, alors il se trouve qu'on l'explique et c'est sérieux, hein, mais je me demande si au départ, il n'y a pas eu un peu une boutade au départ sur le titre, c'est-à-dire de dire, voilà, fouet fessé, on va faire dictionnaire du fouet et de la fessée, un peu en souriant. Et après, il est devenu sérieux. Mais c'est en réalité, comme souvent les plaisanteries, c'est souvent très sérieux, en fait. Voilà. Et voilà. Et donc voilà. Et puis le dernier débat, outre la couverture, enfin après, il a fallu aussi, outre le lissage, penser la circulation au sein du livre. Donc là, ça a été tout le travail de renvoi. Donc on a le texte, quelques références bibliographiques, et puis ensuite de faire un travail qui permette de faire circuler le lecteur. Alors, je ne sais pas si ça marche, ça c'est au lecteur de le dire, mais de faire circuler le lecteur et qu'on ne se trouve pas cantonné à... Si on a envie de lire toutes les notices sur l'école, on peut lire toutes les notices sur l'école, mais le but c'était aussi par les renvois de montrer les liens et puis aussi de parfois faire un peu de teasing dans les notices. C'est-à-dire que moi j'ai fait rajouter des choses en disant bah là ce serait bien on pourrait faire allusion à telle ou telle chose. Donc, oui, peut-être ce qu'on peut ajouter, mais peut-être l'as-tu dit précédemment, c'est qu'à un certain moment, les choses ont été quand même un peu co-construites avec des auteurs, c'est les mangas, hein, typiquement, qui faisaient des suggestions, mais pas seulement parce qu'ils avaient envie de tuer le temps infiniment problématique du confinement, mais aussi parce qu'on s'est aperçu, alors soit les auteurs eux-mêmes, soit nous autres, enfin vous autres plutôt, qu'une notice finalement on appelait probablement une autre. Donc en fait, même jusqu'à la fin, en réalité, le périmètre a évolué. Oui, il y a des choses qu'on a écrites à la fin. Oui, vraiment. Et ça, je crois que c'est important de le dire parce que d'un point de vue strictement scientifique, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais ça démontre aussi une manière de travailler qui n'est pas complètement close sur elle-même, quoi. Et dans les projets collectifs comme ça, c'est vrai que c'est important de garder un peu de souplesse pour faire droit à ce qui peut venir à l'esprit de contributeurs qui sont qu'on va chercher parce que c'est leur spécialité, mais qui peuvent être aussi force de proposition. Il y a des notices qui sont devenues 2 notices, il y a des choses qui ont beaucoup bougé. Voilà. Oui. Après, dans les renvois, justement, il ne fallait pas se planter sur les titres, puisque ça avait tellement bougé à certains moments qu'il fallait... alors, celle-ci, elle existe ou elle n'existe pas. Alors non, elle est devenue 2 notices, etc. Voilà. Et puis, pour terminer simplement, d'entamer les discussions, concernant la réception,
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est quand même assez systématiquement... donc c'est un livre où l'enfance est très présente. Il y a un enfant sur la couverture, mais c'est vrai que c'est quand même par ce biais-là que sont appréhendées les violences éducatives ou punitives. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. On arrive à parler un peu des femmes, mais c'est vrai que voilà, ça continue d'être dans la réception assez cloisonné. Enfin, je trouve. Bon, alors moi, je parle pas beaucoup de moines et de religieuses. Bon, je trouve que c'est ma spécialité, mais du coup, je parle plus de la comtesse de Ségur. Bon, bah, c'est comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut le point d'entrée le plus évident pour ceux qui reçoivent le livre. Alors après, c'est un gros livre, hein, il faut avoir le temps de le lire. Hein, c'est quand même la question de l'enfance, de l'école, de l'autorité parentale. C'est très symptomatique de l'époque aussi. Voilà. Enfin, tu rappelais à juste raison la loi de 2019 sur les violences ordinaires. Et donc voilà, donc je crois que c'est très ancré dans les préoccupations de l'époque. C'est pour ça que... Oui, mais tu pourrais aussi dire que les violences faites aux femmes, c'est aussi une Oui, préoccupation de l'époque, oui, quoi. c'est vrai. Je sais pas, les enfants, ça touche... Je sais pas. Oui. Mais bon, après, les choses... Non, mais moi, la fessée, là où ça m'a pas choqué quand Anthony m'a montré m'a parlé du projet, c'est qu'on a aussi beaucoup parlé à un moment de est-ce qu'on a le droit d'avoir. Il y avait des pays qui interdisaient la fessée, Oui. ou en tout cas c'était un vrai débat. On connaît ça par cœur, mais Non, mais oui, Non, mais c'est tout à fait ça. Donc c'était. Là, on parlait pas de fessée coquine, on était vraiment sur les Oui. mesures éducatives, les violences ordinaires. Donc voilà, ce débat était quand même très présent, a précédé quand même votre ouvrage, Oui. pas mal, et ça suscitait des réactions un peu assez fortes, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, qui suscitait... C'est l'appellation loi anti-fessée, d'ailleurs, c'est celle de ceux qui étaient contre cette loi. Oui. C'est-à-dire que quand donc la juriste qui a écrit la notice violente éducative ordinaire, elle me dit « Ah non, mais on met pas... Moi, je l'appelle pas... Ça s'appelle pas la loi anti-fessée. » Ça, c'est ce que disent ceux qui veulent décrédibiliser cette loi en disant, voilà, en la réduisant à un petit acte isolé, alors que ce que vise cette loi, c'est le caractère systématique, ordinaire, répété de ces actes de violence. Et je lui dis, bah oui, mais moi, à mon avis, ce que vous venez de me dire, il faut que ce soit la première phrase de votre notice, c'est-à-dire expliquer pourquoi ça s'appelle pas la loi anti-fessée. Et pourquoi dire la loi anti-fessée, c'est déjà se situer dans le périmètre des gens qui vont dire, une fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà, mais je réécoutais un podcast récemment où Bruno Le Maire, au moment du vote à la loi, disait « Mais que fait l'État ? Mais l'État n'a-t-il pas autre chose à faire que de s'occuper des fessées ?» Parce que vraiment, la fessée, c'est pas très sérieux. Donc voilà. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que de temps en temps, on a des regrets. Ah oui, mais moi j'en ai souvent, oui. Quand je dis des choses à mes enfants, je me dis moi j'ai des obsessions sur les contes du chat perché, ça Elisabeth le sait, je pleure tous les matins. Alors voilà, il a fallu s'arrêter aussi, c'est-à-dire voilà, que c'est un moment, il faut savoir ça. Voilà, à la fin, Isabelle et moi, nous écrivions, voilà, on a essayé de combler un petit peu les trous, les choses, et il a fallu s'arrêter parce que l'objet, on peut écrire à peu près sur beaucoup de choses. Alors, en fait, on n'a jamais été... au PUF, on avait un contrat de 3 millions de signes. Le manuscrit fait 1,8 million. Hein, donc, le format dictionnaire nous permettait... c'était ça qui a permis aussi de... Il n'y avait pas de limite très contraignante. Il n'y avait pas de limite contraignante. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu faire évoluer l'objet au cours des 3 ans. Ça, c'était... On savait qu'on n'était pas... On n'était pas contrainte par le nombre de signes. On ne sait pas trop... Enfin, ce qui nous a préoccupés assez tôt, c'est l'idée que ce soit lisible par un large public. Et donc, de ne pas faire des notices voilà, fleuves, et puis après, d'arriver à couvrir aussi les champs. Mais on n'était pas... Mais bon, c'est vrai qu'on a des regrets. Ce que tu m'as envoyé hier de Zazie dans le métro. Ah oui, j'ai lu un extrait de Zazie dans le métro. Elle explique qu'elle veut devenir institutrice. On lui dit, ah bon, pourquoi ? Elle dit, parce que comme ça, je pourrais larder
planter des coups de compas dans les petites filles, tout ça. Et donc sa tante lui dit, mais alors tu as été brutalisée à l'école? Elle dit, bah oui. Et on lui dit, mais tu sais, maintenant, la mode, c'est la douceur. Et puis les institutrices, elles vont être remplacées par des ordinateurs. Alors elle dit, bah je serai astronaute. Et on lui dit, mais pourquoi? Elle dit, bah, parce que j'irai faire chier les martiens. Voilà. Magnifique. On aurait dû Voilà. faire Mais non, parce que moi, je voulais que ça commence par abus, le dictionnaire, et ça se termine par violence éducative ordinaire. Alors, Zazie dans le métro, c'était un Z, et moi, je voulais arrêter à V. Voilà. Mais bon, en revanche, les contes du chat perché, c'eût été possible. Voilà, ça ne perturbait pas ton ordre alphabétique. Parce que dans les contes du chat perché, enfin, je ne sais pas si les auditeurs voient un peu de quoi il s'agit. Hein, c'est un truc... Et voilà, Delphine et Marinette, les contes bleus et les contes rouges. Alors moi, je les ai lus enfant, on me les a offerts dans une belle édition. Mais les animaux aussi. Et puis je les ai lus à ma fille aussi, enfin comme quoi, voilà. Et donc c'est bien parce qu'il y a à la fois les petites, comme dit le texte, mais il y a les animaux, voilà, le père et la mère qui ont des comportements. Et alors, bon, voilà, parce que c'est intéressant, c'est la littérature une littérature, bon, qui est assez géniale, c'est génial les contes du chat perché, mais en même temps, qui entretient cette espèce d'ambiguïté. En fait, pour les gens de ma génération, c'était ah bah oui, on tape plus les enfants, bon, mais en même temps, ce qui est drôle aussi qu'on peut raconter, enfin on tape plus les enfants, c'est pas vrai, mais enfin bon, ça c'était le discours qu'il y avait chez moi. Et en même temps, ce qu'on peut peut-être dire, et ça fera peut-être écho à quelques pensées des gens qui nous écoutent, c'est que quand on parle aux gens de correction, etc., y compris des gens plus jeunes, alors les vieux, je veux dire, n'en parlons pas, mais des gens plus jeunes, il y a toujours une anecdote qui finit par sortir de la raclée, de la fessée, de la tarte monumentale, ou bien de petits gestes. Moi, j'en parlais à une de mes bonnes amies, meilleures amies, on était en classe ensemble au CE1, et qui disait, tu te souviens de Madame Grivillers? Alors Madame, j'espère qu'elle n'a pas de descendance. Madame Grivillers, donc institutrice de CE2 qui la détestait et qui passait dans les rangs et qui lui pinçait la joue qu'elle avait un peu dodue, voilà, et qui tournait comme ça et qui faisait la même chose comme ça sur les mains. Je dis, ah mais oui, c'est vrai. Donc l'institutrice de notre campagne en CE2, Madame Grivillers, avait... Mais même plus récemment, moi, quand j'en parle, moi, j'ai appris comme ça que mon beau-frère, donc il y a 45 ans, avait reçu un martinet à Noël, que son grand-père lui avait fabriqué. Donc c'est comme ça que je me suis mise à écrire la notice martinet. Mais voilà, en fait, j'ai appris à cette occasion. Alors moi, il n'y avait pas de martinet chez moi, mais que voilà, des gens qui sont nés dans les années 80, beaucoup de gens. Alors le martinet n'a pas forcément été utilisé, mais il était là. Ils savaient où il était, voilà, et comme menace, voilà. Et quand on dit ça maintenant, ça paraît d'être un âge antédiluvien, mais voilà. Bon. On n'a pas parlé du cahier iconographique. C'est vrai. Voilà, on pourrait dire. Parce qu'au départ, on ne savait pas trop comment on allait procéder. Et il y a un joli... alors parfois c'est un peu petit, c'est vrai, mais c'est toujours le problème. Mais il y a un joli cahier iconographique. Alors avec les auteurs, ça a été parfois un peu difficile, parce qu'il y en avait qui souhaitaient des images qu'on n'a pas mises finalement. Non, dans le cahier des charges, on avait dit qu'on pouvait suggérer des images. Oui, mais que c'était pas systématique. Voilà. Au départ, ça n'avait pas été prévu dans le projet initial d'ouvrage, et puis très vite, on a dit, quand même, il y a de quoi faire. On ne réfléchit pas, mais quand même, c'est quelque chose qui est assez présent. Et donc, par rapport à l'enfant au fouet photographié, en réalité, ça commence avant l'invention de la photographie. Oui, ça commence à la Renaissance. À la Renaissance, voilà. Des renoirs de l'enfant. Voilà, il y a du renoir, et là, c'est un tableau anglais, je ne me souviens plus, qu'on a mis. Par exemple, il y a une magnifique illustration sur la machine à vapeur pour la correction célérifère des petites filles et des petits garçons, c'est-à-dire la machine à fesser à la vapeur. Bon, je pense que jamais personne ne l'a fabriqué, mais c'est quelque chose qui est assez... voilà, donc il y a des choses un petit peu étonnantes comme ça sur l'iconographie. Voilà, et notamment la page de l'Express dans les années 70, les Suédois en 1979, voilà, les Suédois interdisent la fessée, quoi. Ils sont fous. Voilà, c'est ça. En France, 40 ans plus tard, en même temps. Hein.
C'est un peu comme le droit de vote des femmes, je veux dire. Le carnet de chèques. Mais parmi les relais, on a aussi découvert qu'aux États-Unis, alors on ne frappe pas les enfants à main nue, on les frappe avec une cuillère en bois. Enfin, voilà, on ne touche pas. Où sont inscrits les proverbes bibliques ou qui aiment bien châtier bien. Voilà, on ne touche pas. Donc ça fait partie. Quand on avait identifié effectivement qu'il y avait une anatomie de la correction, que la question du corps nu est un enjeu, mais voilà. Donc, ce sera pour le tome 2.